Chers amis, bonjour. Je suis vraiment encore très heureuse. J'ai déjà eu ce grand plaisir hier avec la journée très dense que nous avons vécue dans nos rendez-vous du CDHA. Et nous attaquons aujourd'hui la deuxième journée, celle consacrée au concours d'écriture. Je voudrais remercier tous les auteurs qui ont participé à ce concours et qui ont fait exploser le compteur. Chaque année, nous avons de plus en plus de personnes qui se lancent dans cet exercice et nous en sommes bien sûr très heureux. Je voudrais, vous savez que nous avons la chance exceptionnelle aujourd'hui d'avoir une remise des prix présidée par Madame Catherine Camus. Et je voudrais remercier tout particulièrement et du fond du cœur Édouard Baldo, grâce auquel nous allons avoir la présence de cette dame, puisque la grand-mère d'Édouard à Bellecour était une amie de la maman d'Albert Camus. Donc vous voyez, c'est la famille ici, hein. Nous regroupons tout le monde. Vous êtes, je le répète, dans votre maison. Hein, le CDHA, c'est notre conservatoire, c'est l'endroit où nous avons apporté chacun un morceau de nos histoires pour reconstituer la grande histoire de celle de notre communauté, puisque le mot est très à la mode. Hein, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie bien sûr tous les membres de G2T qui se sont donnés à fond dans cette préparation et dans j'allais dire, la gestion de ce concours d'écriture. Ils ont eu beaucoup de travail cette année. Hein. Moi, quand j'ai participé au jury il y a de cela longtemps, au tout début, c'était déjà très difficile de départager les lauréats. Mais là, je crois que maintenant, c'est pour eux encore plus difficile. Donc, merci à vous tous hein, de vous donner à cet exercice et je vous souhaite donc encore une excellente journée. Je vais quand même prendre celui-là, hein, Joseph, parce que du coup, j'en ai deux. Ouais. Je prends celui-là. Ah ben je sais pas. Celui-là, il marche bien? Oui, il marche bien. Bon, eh ben, tiens, je te rends celui-là. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci Martine. Merci au CDHA de permettre pour la 4e année consécutive l'existence et la réalisation de ce concours d'écriture. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, et je remercie. Je vais commencer par inviter à me rejoindre tout le team, en fait tout le staff du concours de nouvelles, parce que nous étions un petit groupe et je tiens absolument à les présenter. Nous avons travaillé pendant des semaines, des mois on peut dire, hein, pour mener à bout cette aventure. Donc nous sommes tous bénévoles, certains d'entre nous ont des liens avec la littérature, d'autres pas. Mais ensemble, nous avons formé un jury compact, passionné et motivé. Alors, j'appelle à mes côtés Nathalie Spenato, présidente du jury, Marie-Paul Berger, Cécile Esparcel, donc membre du G2T, et l'équipe CDHA, hein, qui travaille avec nous tous les ans. Donc j'appelle Marie-Christine Ferrando, Marina Domini, Claudia Malagi, elle n'est pas là, bon. Louise Picot, Christian Maldonado, il n'est pas là. Ah, il est là. Ah bon, il est là. Gisèle Lafontaine et Daniel Long.
Donc voilà toute l'équipe qui a travaillé pour rendre possible cet événement aujourd'hui. Sans oublier de remercier Marc, notre assistante technique, et Marine Durand pour la réalisation de l'œuvre. Hein. Merci Marine, peut-être que tu peux venir nous rejoindre. Marc ? Allez. Voilà, Marine qui a réalisé la maquette et vraiment bossé pour l'objet livre, hein, parce que ceux qui ont un lien avec l'écriture ou l'édition savent que ce n'est pas une petite affaire. Voilà, merci. Donc merci, toute votre équipe. Donc, 62. Je m'attarde un peu sur le chiffre, parce que vraiment, nous avons reçu 62 textes cette année, donc 32 l'année dernière, l'année d'avant, je ne sais pas, un peu moins de 30, donc quel plaisir de voir que notre concours suscite autant de vocation et d'envie d'écrire. Donc 62, quel chiffre pour notre communauté ? 62 comme cette année-là, fameuse chanson qui célèbre les enchantements d'une année mythique, joyeuse et créative, dédaignant le drame de la plus grande migration du XXe siècle. 62 comme le nombre d'années écoulées depuis la fin de l'Algérie française. Ouais. 62 comme autant de voyages à travers chaque œuvre qui nous a été confiée. Vous m'entendez mieux là ? Ça va. Il s'agissait de se laisser inspirer par un extrait de L'été, recueil de Camus, d'Albert Camus, et en particulier d'un extrait que nous avions sélectionné et que je vais citer. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. Les auteurs étaient invités à explorer leurs souvenirs, conscients ou enfouis, à revisiter les mémoires, héritées ou transmises, et libérer leur imaginaire pour dépeindre un voyage réel ou inventé, sous un lieu du passé, en Afrique du Nord. Nous avions introduit cette année une contrainte d'insérer dans l'œuvre réalisée l'extrait que je viens de citer. Ce fut généralement fait. Ce n'était pas évident, c'est pas facile de s'approprier une phrase, surtout une phrase de Camus. C'est un peu intimidant, mais bon, les auteurs ont été très peu nombreux à ne pas relever le gant. Quelques-uns, simplement. Donc le jury, dont je suis membre, se joint à moi pour remercier chaleureusement les auteurs qui nous ont adressé des textes. Cette année, nous avions élargi le concours de nouvelles littéraires aux témoignages, aux poèmes et aux essais, pour laisser à chaque plume la possibilité de s'exprimer sur son mode préféré. Nous avons recensé une forte majorité de témoignages, quelques essais de fiction, 2 ou 3 poèmes, mais aucun essai ne nous a été adressé. Je tiens à dire que cette année, et pour la première fois, chaque texte adressé au CDHA a reçu un numéro sous lequel il a été transmis aux membres lecteurs. Nous les avons ainsi traités dans un strict anonymat. Ce n'est qu'en toute fin de parcours, une fois établi le classement, que l'identité des auteurs sélectionnés nous a été révélée. Et nous avons eu le plaisir de mettre non seulement des noms, mais quelques visages là dans le hall. C'était très émouvant de voir les visages de ces personnes qui nous ont écrit. Donc ce système a très bien fonctionné et il est probable que nous procéderons ainsi l'année prochaine. Une grande partie des auteurs de cette édition appartient à la première génération, les témoins de l'Algérie française. Leurs descendants ont également écrit enfants ou petits-enfants de Français d'Algérie, enfants d'appelés du contingent, et quelques plumes n'ayant aucun lien avec l'Algérie, ce qui démontre, s'il en était besoin, la force de la transmission générationnelle et la puissance de l'attraction exercée sur les êtres par le ciel bleu. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont présents à la salle, qui nous ont envoyé des textes, et je sais qu'ils sont là, on m'a dit qu'ils étaient là. Est-ce que
ce serait sympa que vous vous signaliez juste par un petit signe de main, qu'on vous voit, tous les auteurs. Bravo et merci. Cette édition achevée, et en tant que rédactrice du sujet du concours, j'aimerais partager avec vous mes impressions de lecture. En effet, il est toujours émouvant de constater la manière dont les auteurs s'approprient une consigne et donnent naissance à une œuvre, leur œuvre. Certains auteurs ont une véritable aisance dans l'écriture. Pour d'autres, le chemin de création est peut-être plus ardu. Mais le désir d'explorer ce lien avec l'Afrique du Nord est si fort que l'on oublie ses appréhensions et on part à l'aventure. Certaines plumes se dévoilent ici pour la première fois. Et je suis bien placée pour connaître cet état particulier qui suit la révélation d'une œuvre. Satisfaction pour le travail accompli, mais timidité, joie de l'accomplissement, mêlée à une pointe d'appréhension. Comme le disent, je crois que c'est les Chinois, une marche de 1000 km commence par le premier pas et vraiment, je ne peux qu'encourager tous les auteurs à poursuivre sur leur lancée. Dans tous les textes, j'ai relevé l'émotion à l'état pur. Des témoignages, des récits de vie, dans lesquels on ne peut qu'admirer la précision des souvenirs sur cette terre qui refuse de se laisser oublier. Les merveilles d'une enfance invulnérable au sein d'un paradis perdu. La densité d'une terre où l'on a fait ses premiers pas, sous un soleil écrasant, tout et tous. Et l'horreur d'une guerre à laquelle personne ne s'attend et que personne ne veut. J'ai relevé hier dans ton intervention, Hubert, des mots que je vais citer ici. L'écriture est l'un des outils qui permettent d'explorer le passé pour, en définitive, écrire l'avenir. Ça m'a touchée. Et cette édition, ce passé, nous a réservé une étonnante mosaïque de textes, dans les styles et dans les tons, et dans des univers très divers. Des écritures différentes de même sujet. Et j'aimerais citer ici enfin cette phrase de Françoise Sagan, relevée récemment et que j'aime beaucoup. Finalement, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Voilà. Bon. En espérant rendre ici hommage à ces 62 textes, et pas seulement ceux qui ont été publiés, j'ai relevé des thèmes majeurs. Des souvenirs sur une terre mythique, immortelle, des jours heureux en famille, avec les amis, les ancêtres. Des liens puissants comme une fusion avec les éléments, le ciel, la mer, la terre. Des joies simples et profondes, évidentes. Les vibrations de l'amitié et de l'amour. La liberté et l'insouciance de l'enfance qui soudain prend l'eau. Vient la fin de l'enchantement, une déflagration dans un ciel sans nuages, la sauvagerie, l'invraisemblance et la bêtise des hommes, les drames, les embuscades. Voici le temps de l'exil, des avions et des bateaux. Sur fond de grisaille et d'amertume, la séparation, la mort, la maladie. Ensuite, on a l'arrivée en France. Le contraste entre la terre-mère et la mère-patrie aux allures de marâtre. La perte des maisons, des lieux, des repères et même de l'identité. Le départ pour un autre monde. Le choc, le froid de l'hiver 62, la froideur de l'accueil. La tristesse exprimée ou au contraire le silence écrasant comme une chape de plomb. Les conflits de loyauté des descendants, la difficulté de se dire. Enfin, nous avons lu des dialogues avec des disparus, des retours vers la terre ancestrale, vers des maisons et des amis enfin retrouvés. Parfois, des retours sur soi-même en pensée, ou des voyages vers des contrées rappelant l'Algérie ou la contournant. La mémoire des appelés, le long travail de deuil et l'impossible consolation. De l'émotion toujours et quelquefois de l'humour. Nous avons découvert ici, tout le groupe de nouvelles, un univers sensoriel d'une grande beauté, dans un cadre hors du commun, une végétation typique, les figuiers, les volubilis, les cyprès, les lauriers roses, les tamaris et bougainvillées, les palmiers et les eucalyptus, sans oublier la lentisque, les ronces, les cactus et l'alpha.
dans des lieux remarquables, des sites antiques comme bien sûr Tipaza, mais aussi les vestiges du passé espagnol et autres vénérables remparts. Les plages mythiques, les cabanons, les marchés, les écoles, les églises, les djebels, les kiosques, les ports et les aéroports. Des sons, le parler et les langues, l'arabe, le français, l'espagnol, les accents, les you-you, les fêtes, les chants et les rires, les sonorités joyeuses des villes, les aboiements des chiens, les tam-tams, dans les villages, les bleds, la nuit bruissant d'insectes, des cigales, les grillons et les cris des hyènes. La musique, les orchestres et leurs multiples inspirations, mais aussi des cris, les crépitements des balles, les pleurs qui lavent le chagrin et le sang qui coule, les explosions et les déflagrations. Des images, des enfants, des papas, des mamans, des bateaux, la lumière, les majestueux paysages, du sable aux éclats dorés, des clartés tamisées sous le sirocco, les fêtes de village, les jeux des enfants, les rondes, les noyaux d'abricots, les bilots de chat, les châteaux de sable et les parties de pêche, les vêtements chamarrés, le blanc des raïx. Plus tard, les fusils, les automitrailleuses, la panique, les bateaux et l'exil. J'ai relevé aussi des goûts et des parfums, les fruits et les légumes, les oranges, les olives et leur huile, les épices, le café, la cuisine, le couscous, la mouna, la kémia et enfin les poissons, girelles, rougets, rascasses, les fragrances envoûtantes, la brise marine, l'iode, la fleur d'oranger, l'anis et le jasmin. Les gens aussi qui sont décrits, une mosaïque de peuples méditerranéens, simples et gais, durs au travail, les Algériens, les militaires et les gardes mobiles. Enfin, la mer Méditerranée comme un boulevard que l'on traverse et que l'on retraverse, tout à tour, omniprésente, souveraine, éclatante, profonde, paisible, froissée, déchaînée, dangereuse, les vagues galonnées d'écume dans la fureur des tempêtes. J'ai gardé le ciel pour la fin, le ciel sous lequel nous vous avions proposé de retourner lors de cette 4e édition du concours d'écriture. Les crépuscules majestueux, les aubes souveraines, le ciel des nuits d'Afrique pris dans son filet d'étoiles, les nuits presque aussi chaudes que les journées, les ciels soudain chargés de nuages menaçants, et là, vous voudrez bien me pardonner cette avalanche d'adjectifs, s'il est vrai que leur usage est à surveiller dans l'écriture littéraire où on les manie avec précaution, je les ai piochés dans tous les textes pour les lancer dans le ciel bleu, lumineux, profond, radieux, l'éther, sacré, translucide, immuable, le bleu roi. Ce ciel d'Afrique, gravé au fer bleu dans les mémoires de ceux qui l'ont connu et dans l'ADN de ceux qui ne l'ont pas connu. Cet invincible ciel qui coule à flot dans l'œuvre d'Albert Camus. Merci. Voilà, ben merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à ma camarade Marie-Paul Berger, qui va se charger de vous présenter le recueil. Tu as ton exemplaire. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ce fameux recueil que vous découvrirez tout à l'heure, je suis très honorée de vous le présenter. Il est beau, il est illustré, il fait 170 pages qui dévoilent les textes des 3 lauréats primés, les 10 premiers textes arrivés dans le classement et également les coups de cœur de chacun des membres du jury. Le classement a été élaboré selon les notes de critères bien définis, à savoir le respect de la consigne, la pertinence de l'insertion de l'extrait d'Albert Camus, l'originalité, la qualité de la langue, la cohérence, le style et le pouvoir émotionnel. L'ensemble de ces textes a été anonymisé et a été lu, apprécié et partagé par nos 11 membres du jury. La prise en compte de ces notes a produit ensuite un palmarès. Et ce palmarès était tellement serré que le classement s'est parfois établi au 10e ou au 100e de point. Donc,
Vraiment, félicitations à tous les auteurs pour ces émotions que nous avons partagées. Félicitations au dessinateur qui a illustré le recueil, à la maquettiste, Marine, à Marina pour son indéfectible soutien et sa présence aujourd'hui, à Salomé. Un grand merci aux membres du jury, à Marc et Anne-Marie pour leur soutien technique. Et enfin, je vous invite à découvrir ces 24 voyages colorés. Merci. Je vous laisse découvrir nos 11 coups de cœur. 10 minutes. Donc il va falloir que nous nous occupions pendant 10 minutes, puisque Madame Camus n'est pas encore arrivée et nous devions passer à Madame Camus. Est-ce que Paul, on ne peut pas passer ce que tu voulais passer à la fin? Alors nous avons, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, excuse-moi, je te prends un bout. C'est possible ou pas? Mais 10 minutes, ça te va? Je vais rajouter des pages. Non, ça me va, oui. Ça te va ou pas? Très bien. Non, très mais bien. tu peux dire non. Hein. Avec plaisir. Je te remercie. Du coup, j'aurai moins de stress, je crois, finalement. Donc, je vous présente Paul. Un premier bravo à Paul qui fait donc de la dernière minute, et merci. Paul, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est notre auteur, compositeur, interprète, metteur en son, et je commence à le prédire, qui a mis en son aussi les écrits des 3 lauréats qui vont être primés tout à l'heure et qui auront leurs écrits mis en son par Paul. Et j'ai eu le privilège d'en écouter un peu hier et c'est vraiment très beau. Voilà. Donc je laisse Paul. Merci beaucoup. Merci. Nous attendons Madame Camus. Alors, je vais faire moins le malin qu'hier, hein, parce que quand même, il écrit bien. Bonjour à tous. Il n'est pas pour moi un seul de ces 69 kilomètres de route qui ne soit recouvert de souvenirs et de sensations. L'enfance violente, les rêveries adolescentes dans le ronronnement du car, les matins, les filles fraîches, les plages, les jeunes muscles toujours à la pointe de leur effort, la légère angoisse du soir dans un cœur de 16 ans, le désir de vivre, la gloire, et toujours le même ciel au long des années, intarissable de force et de lumière, insatiable lui-même, dévorant une à une des mois durant les victimes offertes en croix sur la plage, à l'heure funèbre de midi. Toujours la même mer aussi, presque impalpable dans le matin, que je retrouvais au bout de l'horizon dès que la route, quittant le Sahel et ses collines aux vignes couleur de bronze, s'abaissa vers la côte. Mais je ne m'arrêtais pas à la regarder. Je désirais revoir le Chénois, cette lourde et solide montagne, découpée dans un seul bloc qui longe la baie de Tipaza à l'ouest, avant de descendre elle-même dans la mer. On l'aperçoit de loin, bien avant d'arriver, vapeur bleue et légère qui se confond encore avec le ciel. Mais elle se condense peu à peu à mesure qu'on avance vers elle, jusqu'à prendre la couleur des eaux qui l'entourent, grandes vagues immobiles, dont le prodigieux élan aurait été brutalement figé au-dessus de la mer, calmée d'un seul coup. Plus près encore, presque aux portes de Tipaza, voici sa masse sourcilleuse, brune et verte. Voici le vieux dieu moussu que rien n'ébranlera, refuge et port pour ses fils dont je suis. C'est en le regardant que je franchis enfin les barbelés pour me retrouver parmi les ruines. Et, sous la lumière glorieuse de décembre, comme il arrive une ou deux fois seulement dans des vies qui, après cela, peuvent s'estimer comblées, je retrouvais exactement ce que j'étais venu chercher et qui, malgré le temps et le monde, m'était offert, à moi seul vraiment,
dans cette nature déserte. Du forum jonché d'olives, on découvrait le village en contrebas. Aucun bruit n'en venait. Des fumées légères montaient dans l'air limpide. La mer aussi se taisait, comme suffoquée sous la douche ininterrompue d'une lumière étincelante et froide. Venu du Chénois, un lointain chant de coq célébrait seul la gloire fragile du jour. Du côté des ruines, aussi loin que la vue pouvait porter, on ne voyait que des pierres grêlées et des absinthes, des arbres et des colonnes parfaites dans la transparence de l'air cristallin. Il semblait que la matinée se fût fixée, le soleil arrêté pour un instant incalculable. Dans cette lumière et ce silence, des années de fureur et de nuit fondaient lentement. J'écoutais en moi un bruit presque oublié, comme si mon cœur, arrêté depuis longtemps, se remettait doucement à battre. Et maintenant éveillé, je reconnaissais un à un les bruits imperceptibles dont était fait le silence. La basse continue des oiseaux, les soupirs légers et brefs de la mer au pied des rochers, la vibration des arbres, le chant aveugle des colonnes, les froissements des absinthes, les lézards furtifs. J'entendais cela, j'écoutais aussi les flots heureux qui montaient en moi. Il me semblait que j'étais enfin revenu au port, pour un instant au moins, et que cet instant, désormais, n'en finirait plus. Mais peu après, le soleil monta, visiblement d'1 degré dans le ciel. Un merle préluda brièvement, et aussitôt, de toutes parts, des chants d'oiseaux explosèrent avec une force, une jubilation, une joyeuse discordance, un ravissement infini. La journée se remit en marche, elle devait me porter jusqu'au soir. À midi, sur les pentes à demi sableuses et couvertes d'héliotropes, comme d'une écume qu'auraient laissé en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d'un mouvement épuisé, et je rassasiais les 2 soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche, je veux dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé, il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd'hui, mourons de ce malheur. C'est que le sang, les haines, décharnent le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l'amour est impossible et la justice ne suffit pas. C'est pourquoi l'Europe hait le jour et ne sait qu'opposer l'injustice à elle-même. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours, dans une lumière toujours neuve. Ô lumière, c'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, et je savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. J'ai été cueilli à froid. Je suis très ému d'avoir fait ça. Merci beaucoup pour ce cadeau. Sachez que dans les 3 nouvelles lauréates que j'ai enregistrées, à chaque fois que le passage apparaît, je lui ai donné une couleur, un motif musical particulier. Voilà. Merci et bravo. Il faut encore meubler? Ah d'accord. C'est ça. Est-ce que tu sais faire un autre spectacle, Paul? Moi j'ai le mien. Mais... exactement, mais on pourrait. Merci à Paul d'avoir lu cet extrait de Camus lui-même, hein, dont la phrase a été piochée par Sophie et qui a servi de support à notre concours littéraire. Toujours pas de Madame Camus. Si, elle arrive. Nous allons l'ovationner, alors l'attendons avec impatience.
Avant, je vous explique quand même. Donc, on va remettre les prix maintenant. Madame Camus va remettre les prix aux 3 lauréats. Donc, elle va les annoncer elle-même. Les prix cette année sont un petit peu différents d'habitude puisqu'il y a les prix offerts par le CDHA, mais exceptionnellement cette année, il y a un livre de Madame Catherine Camus qu'elle a publié et qu'elle va dédicacer spécialement pour les 3 lauréats après. Il y a dans chaque prix également une clé USB de mise en son, c'est comme ça que je dois dire, Paul? Ouais, voilà, de mise en son par Paul, de l'ensemble de l'écrit qui a été produit par l'auteur. Voilà, avec des sons. Alors je ne sais quel vocabulaire employer, mais en tout cas c'est très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Bravo, du paysage sonore. Voilà, je n'ai pas tes talents de conteur. Voilà, et après donc après cette remise de prix, on passera un par un. On fera une petite pause d'un quart d'heure convivial, et après donc il y aura la lecture voilà, des échanges épistolaires avec Madame Maria Cazares, lus par les acteurs qui ont été conviés. Voilà. Super. Et voilà. Quel programme. Et après, je ne sais pas. Que pourrions-nous dire? Je chante une chanson. Non, je chante horriblement faux. Donc ça, non. Non, je voudrais dire quand même, enfin, voilà, j'ai été, cette année, j'ai pris la présidence du concours d'écriture un peu au pied levé, on va dire, en succédant à Sophie, qui nous fait quand même le plaisir chaque année de nous trouver les sujets, parce que c'est quand même toujours toi, Sophie, qui trouve les sujets, voilà, et elle trouve toujours des super sujets. Donc, merci Sophie, aussi. Voilà, donc nous accueillons Madame Camus. Donc voilà, je la laisse arriver vers nous et je me retire. Sarah, vous pouvez venir vous installer là? Mon père aurait été furieux. Eh bien, Catherine Camus, puisque vous m'avez autorisé à vous appeler comme ça, on est vraiment très très heureux que vous ayez accepté très spontanément et très simplement, quand on s'est rencontrés au mois d'avril à Lourmarin, de venir ici pour remettre les prix de notre 4e concours d'écriture. Donc dans la salle, il y a des lauréats, il y a aussi des personnes qui ont participé à ce concours d'écriture. Je tiens à vous dire que nous avons envoyé bien sûr à Madame Camus les productions en fait, puisque c'est un concours d'écriture, des 3 lauréats et quelques coups de cœur aussi. Donc elle nous en parlera tout à l'heure. Et voilà, et donc il y a des gens qui sont impatients de savoir qui a gagné le 3e, le 2e et le 1er prix. Et comme on l'a dit en introduction, ben, vous connaissez Édouard Baldo, donc je vais lui laisser le micro. Il m'a promis pour 1 minute ou 2 maximum. Ben, ma chère Catherine, les amis m'ont demandé de vous accueillir comme chez nous, avec le cœur. Voilà. Et donc, on veut vous remercier, bien sûr. On veut vous dire aussi que dans cette maison, qui est assez extraordinaire, il est justifié cette phrase d'Albert: jeté dans l'ignoble Europe où meurt, privé de beauté et d'amitié, la plus orgueilleuse des races, nous autres, Méditerranéens, vivons toujours de la même lumière. Cette lumière, elle est là aujourd'hui et elle scintille encore plus. Et je vais vous dire, nous fêtons le 50e anniversaire de cette maison. Pendant 50 ans, les hommes et les femmes que vous voyez là se sont donnés à cette maison pour essayer de récupérer un maximum de documents, de papiers, de contrats, de souvenirs, de peintures,
Voilà, d'accord. Et aujourd'hui, il y a, j'ai envie de dire, une symbolique de plus. C'est que, grâce à Madame, le premier homme qui est ici, dans cette maison, le premier homme n'a jamais été aussi à l'aise et aussi bien que dans cette maison. Le premier homme a 30 ans, parce qu'elle a travaillé pour que le premier homme sorte. Il est sorti, et il est là. Voilà. Alors, et vraiment, les amis vous doivent une gratitude pour ça, parce qu'il est le squelette de cette maison. C'est le premier homme. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, du fond du cœur, avec toute la spontanéité que nous pouvons avoir, avec toute la chaleur que nous pouvons ressentir, on vous dit, Catherine, bienvenue chez vous, revenez souvent, on vous aime. Alors, vous savez qu'il y avait eu un jury donc pour sélectionner ces nouvelles. Et la personne dans notre équipe qui s'est occupée d'animer le jury et puis de préparer cette matinée, c'est Nathalie Spenato, qui est là, qui va reprendre le micro. J'ai déjà un peu présenté, mais je recommence maintenant. Madame, merci Madame Camus d'avoir bien voulu venir avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc je recommence un petit peu. Donc nous allons remettre enfin, à la fin du suspense. Voilà. Donc nous allons remettre les prix un par un. Madame Camus va remettre les prix avec donc cette année exceptionnellement le livre de Madame Catherine Camus. Un des livres de Madame Camus, voilà, qu'elle aura la gentillesse, je crois, de dédicacer ultérieurement. Vous allez, une fois qu'on aura appelé chaque lauréat, il va y avoir une petite vidéo de présentation de chacun, voilà, pour nous expliquer un petit peu qui ils sont. Et après, une lecture d'un extrait de ceux qui nous ont écrit et que nous avons donc particulièrement apprécié, bien que nous avons apprécié beaucoup d'autres textes, mais il a bien fallu faire un choix, voilà, qui a été difficile, mais on a fait un choix. Et donc, voilà. Donc, nous allons remettre le prix du 3e lauréat. Madame Camus, je vous laisse remettre ce prix. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose ou pas. Après. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez ouvrir l'enveloppe? Oui. C'est comme au César, vous savez, on est très célèbre. D'accord. Alors, le 3e prix du jury a été décerné à Mnémosyne de Franck Lescure. Dis donc. Tiens. Et hop là. Merci. Merci. Je vous en prie. Ouais. Nous ne parlions plus de la mer, du soleil. Voilà, donc on va avoir la vidéo de présentation de Monsieur Lescure et oui, et ensuite un extrait de son texte. Bonjour, je suis Franck Lescure, j'ai 56 ans. Je vis depuis environ 6 ans à Toulouse, après plusieurs décennies passées à Paris et une enfance en région parisienne. Je suis marié avec une femme merveilleuse,
Nous avons 3 enfants fantastiques de 25, 22 et 13 ans. Je suis de formation scientifique, j'ai une thèse de doctorat en microbiologie, la science qui étudie les microbes, donc les virus, les bactéries, les champignons et tous les autres micro-organismes. Et sur le plan professionnel, cela fait plus de 30 ans que je travaille dans l'innovation technologique associée aux sciences du vivant. Je n'ai aucun lien particulier avec l'Algérie, où je ne suis jamais allé, ou la communauté pied noir. Alors, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à participer à ce concours d'écriture? Nous avons quelques amis. C'est Nathalie Spenato qui m'a parlé du concours d'écriture organisé par le G2T dans le cadre des rencontres annuelles du CDHA. Au début, c'était un peu sur le ton de la plaisanterie. Elle m'a bien précisé que c'était ouvert à tous et je lui ai répondu, je vais peut-être essayer d'y participer. Voilà. Puis après, il y a la phrase de Camus, il y a le nom d'Albert Camus, il y a devoir intégrer cette phrase dans un texte, aller rechercher et comprendre un peu mieux les événements de 1962, les associer à des souvenirs qui me sont propres, voir comment moi j'aurais pu réagir à une situation de départ, d'enfance, de retour, d'impression au moment du retour, un peu comme mon retour à Tipaza. Voilà. Plus difficile en fait ça a été d'envoyer l'écrit, j'avais jamais envoyé un écrit comme ça, puisque j'écris depuis longtemps, mais surtout pour moi. Les gens qui ont lu une de mes créations sont rares, 2 ou 3 personnes maximum si on exclut le cercle familial proche. Voilà, je voulais quand même remercier ma famille qui m'a aidé à écrire, remercier le jury qui a pris le temps de lire et d'évaluer ce texte, et de considérer que ça pouvait être un lauréat. Et évidemment, je remercie Albert Camus. Nous ne parlions plus de la mer, du soleil, ou même du ciel, remplacé par la vie citadine et son hyperactivité, les enjeux professionnels autour du pouvoir, les angoisses pour l'avenir et ce que cela nous poussait à faire, les conflits et les drames qu'ils entraînent, ou la tristesse et la culpabilité que portent les souffrances des proches. Tout cela étouffait irrémédiablement notre lien au monde, à son apparente immuabilité, à son innocente légèreté. Nous avions cessé de sentir les odeurs de l'air, d'écouter les bruits de la nature. Nous ne regardions plus le ciel, quelle que soit sa couleur, ni les étoiles des soirs d'été. Notre corps était devenu sourd au message de la brise ou aux caresses de l'eau. Et puis, un jour, au hasard des voyages, j'étais arrivé à Marseille. Du côté de Cassis, quelques souvenirs étaient revenus. J'étais parti en randonnée le long des calanques. Les cigales saturaient l'air d'un chant crissant et volumineux. Le thym, le romarin, le fenouil et parfois l'odeur de la résine d'un pin parfumaient le sentier. Je voyais la mer en contrebas, qui cassait des vagues paresseuses sur les rochers de calcaire beige. À travers l'eau transparente, j'apercevais des champs de posidonie qui alternaient avec des arêtes ou des canyons rocheux. Le soleil me chauffait le dos et la tête. Quelques gouttes de sueur coulaient jusqu'à me piquer les yeux. J'avais fait halte dans une petite crique, profonde et tranquille. J'étais seul. Alors, je m'allongeais sur le sable grossier de la plage. Au détour des brises capricieuses, je sentais parfois l'odeur des plantes aromatiques. Mais il manquait les bougainvilliers, les lentisques et les absinthes. Il manquait des teintes de ciel. Il manquait mes palmes et mon masque. Il me manquait soudain un coin de monde. Dans le mois, j'avais pris mon billet d'avion pour Alger. J'ai un masque, un tuba et des palmes. Je marche sur notre sentier d'autrefois. J'ai tenu à prendre des sandales en cuir. On m'a dit de faire attention aux épineux et aux serpents. Je zigzague ainsi depuis plusieurs minutes au milieu de la garrigue. Je reconnais l'orientation de la marche vers la mer. Mais le paysage n'est plus comme dans mon souvenir. Les oliviers et les pins ne sont pas aux mêmes endroits. Les odeurs ne sont plus celles dont je me souviens. Les thym et les romarins me griffent les jambes. Je caresse les absinthes duveteuses et leurs fleurs jaunes. Je sens le soleil qui me réchauffe le dos et les gouttes de sueur coulent sur mon visage. J'arrive au rivage, qui ne ressemble plus du tout à celui de mon enfance. Je passe quelques minutes à barboter dans l'eau, plongeant au détour de chaque rocher. La mer est stérile. Je vois 1 ou 2 girelles et des holothuries.
Les posidonies sont abîmées et il n'y a plus de poulpes en transit. Lorsque je sors de l'eau pour me réchauffer sur les rochers cuits par le soleil, je doute. Tout a changé, ou presque. Peut-être ai-je embelli le monde de mon enfance? Je m'allonge sur le dos et je sens la chaleur de la roche. Je regarde le ciel. Non, non, je ne me suis pas trompé. Il est là, immuable, bleu, chargé de la chaleur de l'été, portant l'humidité de la mer et la légèreté des brises maritimes. Mon ciel. C'est là, sur ce rocher brûlant, que je pris conscience du trait d'union de toute mon existence. Les hommes et le temps ne changeront jamais le ciel. Et j'y avais enfoui mes souvenirs. Pendant de longues minutes, je revivais tant d'émotions que les larmes me vinrent. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. Voilà, donc bravo à Monsieur Lescure pour ce 3e prix et merci à Paul d'avoir mis en son un extrait de l'écrit de Monsieur Lescure avec la phrase d'Albert Camus donc à la fin, voilà, que vous venez d'entendre. Voilà, je crois que Paul a eu beaucoup de plaisir, si je ne m'abuse, c'est ça, à enregistrer, voilà, il a beaucoup apprécié. Donc je vais vous faire, si vous le voulez bien, revenir avec nous pour le 2e prix. Suspense. 2e prix du jury, Le chant des 2 rives de Frédéric Sarboni Sanchez. Monsieur Sarboni. Donc nous allons poursuivre de la même façon qu'avec Monsieur Lescure sur une présentation de Monsieur Sarboni. Et après, vous nous lirez un extrait de votre texte? Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc je laisse la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Sarboni Sanchez et je suis né sous un timide soleil d'hiver glacial le 31 décembre 1956 à Oran, cette ville qui berce encore mes rares et lointains souvenirs. Ma vie professionnelle s'est écoulée dans la gestion des ressources humaines, mais c'est dans les eaux calmes de la retraite que j'ai entendu l'appel de mes origines. Un murmure d'abord, puis un chant irrésistible. Ce chant m'a conduit sur les chemins sinueux de la généalogie, éclairant de sa lumière les recoins obscurs de mon passé. J'ai alors découvert un trésor, une culture vibrante, unique, menacée par le temps qui file entre nos doigts, comme le sable de la plage des Andalouses à Oran. Porté par un impérieux devoir de mémoire, j'ai entrepris de collecter ces pépites de vie, ces fragments d'existence oranaise. Ces récits, tels des vagues déferlantes, ont submergé les pages, donnant naissance à Paroles d'Oranais, une odyssée en 2 tomes, plus de 1000 pages, gorgées de souvenirs. Cette plongée dans le passé a réveillé en moi une passion dormante, l'écriture. C'est comme un nageur qui s'aventure en eau profonde. Je me suis immergé dans l'univers des nouvelles. D'abord ancré dans ma ville d'adoption, Brest en Bretagne, j'ai finalement largué les amarres pour rejoindre les rivages d'Oran. Nouvelle d'Oran est née de cette traversée,
nourri par les histoires glanées auprès de mes compatriotes, ces perles narratives qui n'avaient pas trouvé leur écrin dans mes précédents ouvrages. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le CDHA et le G2T, gardiens infatigables de notre héritage, qui œuvrent sans relâche pour que notre culture ne sombre pas dans l'oubli. Enfin, c'est avec une émotion palpable que je m'adresse aux membres du jury de ce concours, honoré d'avoir capté votre attention avec ma nouvelle « Le chant des deux rives ». Ce récit, tel un pont jeté entre deux mondes, retrace l'odyssée d'une jeune Parisienne dans le labyrinthe des ruelles d'Oran. Plus qu'une simple histoire, c'est un hommage vibrant à nos racines, une ode à cette part d'identité qui sommeille en chacun de nous, telle une graine attendant la rosée de la mémoire pour s'épanouir. À l'instar de mon héroïne, j'ai entrepris ce voyage intérieur, redécouvrant des facettes oubliées de ma propre histoire. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir permis de partager ce moment avec vous. Je vous laisse venir lire un extrait de votre texte. Alors j'en appelle à votre bienveillance parce que je suis très ému, bien sûr. C'est bizarre. C'est bizarre. Un Oranais ému, c'est terrible. Mon Dieu, c'est presque un pléonasme. Alors, le chant des deux rives. Les pavés usés des ruelles tortueuses du quartier latin résonnaient dans les pas de Chloé, tandis qu'elle serrait contre elle un ouvrage d'Albert Camus, telle une relique précieuse. Son esprit, emporté par les murmures des mots, s'envola vers des rivages lointains, une terre d'exil que son cœur convoitait sans l'avoir jamais foulée, Oran. Issue d'une mère pied-noir aux racines maltaises et majorquines entremêlées, et d'un père français de souche, Chloé portait en elle une dichotomie identitaire. Malgré son quotidien parisien rythmé par les allées et venues du métro, les parfums enivrants des cafés et les expositions d'art qui nourrissaient son âme, elle ne cessait d'être confrontée à cet indéfinissable sentiment d'altérité. Son être se déchirait entre deux cultures, deux identités, deux mondes. Ce soir-là, tandis que ses doigts caressaient les pages jaunies du livre de Camus, un passage la saisit avec une intensité foudroyante. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. Ces mots résonnèrent en elle telle une vibration tellurique, un appel ancestral qui fit trembler son âme. Les paupières closes, elle s'abandonna aux visions d'un soleil ardent brassant le sable chaud d'Oran, d'une brise marine effleurant son visage, de senteurs épicées et florales tourbillonnant dans l'air. Une vague de nostalgie déferla en elle, un profond sentiment d'appartenance à un tout qui la dépassait. Au lever du jour suivant, une détermination nouvelle brûlait en elle, plus de tergiversation. Il était temps de répondre à l'appel de cette terre qui la hantait depuis toujours. D'une voix fébrile, elle partagea avec sa mère ce projet insensé. Un lourd silence, chargé de non-dits, plana avant que la voix tremblante de sa mère ne le brise... Pardon. Ne le brise enfin. Chloé. Pardon. Oran t'attend. Pars. Découvre tes racines et vis ton rêve. Dans les semaines qui suivirent, une effervescence de préparatifs s'empara de Chloé. Visa, billets d'avion, réservation d'hôtel, tout fut organisé avec une méthodique efficacité, mais à chaque étape, un frisson d'excitation parcourait son échine. Enfin, elle foulerait le sol de ses ancêtres, rencontrerait les derniers vestiges des amis de sa famille, explorerait une culture qui lui était si intimement liée.
Le jour tant attendu arriva, le cœur battant la chamade. Chloé gravit les marches de l'avion, une vague d'appréhension et d'exaltation déferlant en elle. Elle laissait derrière elle le confort de ses habitudes parisiennes pour s'abandonner à l'inconnu. Pourtant, une certitude apaisante la berçait. Ce voyage marquerait un tournant dans sa vie. Par-delà les nuages, elle murmura les mots de Camus, telle une promesse solennelle. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune. Oran l'attendait, prête à dévoiler ses mystères insondables et à insuffler en elle un souffle nouveau. L'avion s'évanouit dans l'azur céleste, laissant dans son sillage une traînée de rêves et d'espoirs flottant au gré des vents. Le sol d'Oran vibrait sous ses pas, comme si la terre reconnaissait l'enfant de ses ancêtres. Le soleil, tel un vieil ami retrouvé, l'enveloppait d'une étreinte chaleureuse. Ses narines se délectèrent des effluves envoûtantes, d'épices et de fleurs d'oranger, évoquant des souvenirs enfouis. Chaque senteur, chaque son, chaque image invitait à explorer les trésors de cette terre ancestrale. Dès ses premiers pas hors de l'aéroport, Oran dévoila son âme effervescente à Chloé. Les klaxons des voitures se mêlaient aux appels des marchands et aux rires d'enfants, créant une symphonie urbaine unique. Les ruelles sinueuses se faufilaient entre les maisons blanches et bleues, ornées de géraniums flamboyants. Attirée par la Casbah, Chloé s'y aventura, déterminée à percer ses mystères. La vieille ville, ignorée des guides touristiques, révélait ses remparts vénérables, ses tunnels obscurs et ses trésors jalousement préservés. Des ruelles tortueuses, des escaliers raides comme des échines courbées, des arches mystérieuses, chaque pas la guidait à travers les arcanes de ce lieu où l'histoire avait soufflé son empreinte indélébile. Des artisans exposaient leurs trésors sur des étals, un kaléidoscope de couleurs et de senteurs éveillant ses papilles. Les Oranais d'aujourd'hui, chaleureux et accueillants, l'enveloppèrent de bienveillance. Des sourires francs, des regards complices, des conversations animées en arabe et en français créaient une atmosphère de convivialité et d'échange. Assis sur un banc de pierre usé par les ans, un vieil homme observait le monde d'un regard empreint de souvenirs. Il devint rapidement le gardien des mémoires de Chloé. Ses récits, riches de sagesse et imprégnés de poésie, révélaient les traditions et les coutumes de la Casbah qui avaient résisté à l'âpreté du temps. « Tu sais, ma petite, commença-t-il, les pieds noirs qui sont partis en 62... » Pardon. Alors, où est-ce que j'en étais? Pardon. Oui, je cherche juste la ligne maintenant. Voilà. Tu sais, ma petite, comment c'est-il, les pieds noirs qui sont partis en 62 ont laissé un grand vide derrière eux. Pour nombre d'entre nous, ils étaient des voisins, des amis, des frères. Nous avons partagé tant de moments, des fêtes, des rires et des peines aussi. Leur départ a été une perte profonde pour nous tous. Mais ici, leur esprit vit toujours. Chaque pierre, chaque recoin murmure leurs histoires. C'est peut-être suffisant. Donc merci beaucoup. Et donc ceux qui veulent lire la suite, le recueil vous permettra de connaître la fin de cette histoire. Et ben voilà. Et bien voilà. Voilà le premier prix. Le premier prix du jury est décerné à la parabole d'Antoine de Henri Lavina. Il y a que des hommes, hein. Alors que nous sommes quasiment que des femmes. C'est étrange. L'année dernière, c'était une femme, là. Ouais. Une jeune femme. Monsieur Lavina, merci pour votre écrit. Je laisse Madame Camus vous remettre votre prix.
Voilà, donc comme pour tous les autres lauréats, nous allons passer donc la vidéo de Monsieur Lavina et il va nous faire le plaisir de nous lire un extrait de votre récit. À notre âge, les souvenirs d'enfance et de jeunesse sont très importants. Évidemment, il y a les mauvais souvenirs qu'on essaie de chasser parce qu'ils nous empêchent d'avancer. Et puis, il y a les bons souvenirs qu'on essaye de retenir parce que le temps agit et tend à les effacer. Alors, je voudrais remercier le G2T du CDHA qui nous permet justement d'exprimer ces souvenirs et de les partager. Je me considère pas comme un professionnel de l'écriture, bien entendu, mais j'essaye de dire les choses avec des mots simples. Voilà. Alors, je suis né à Sidi Bel Abbès, mes parents étaient enseignants, et j'ai quitté cette ville en 1961 pour faire des études artistiques. J'aurais aimé aller aux Beaux-Arts d'Alger, mais mes parents m'ont envoyé d'office. Ils étaient inquiets de la situation, ils m'ont envoyé d'office à Toulouse. J'ai continué mes études à Paris, où j'ai rencontré ma femme et nous avons fondé une famille. Alors, au-delà de tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous connu un sentiment de déracinement, de fragilité et de solitude. Et surtout, nous avons ressenti cette espèce de confiscation de la parole, quoi. Notre parole a été confisquée. Alors moi, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'écrire pour justement rétablir cette parole. Et je vous invite à le faire également parce que je pense que c'est très important pour nos successeurs. Je vous remercie. Donc je vais lire, vous m'entendez là ? Parce que moi je ne m'entends pas. Je vais lire les 2 premières pages de mon texte. Voilà. Merci bien sûr au G2T et au CDHA, aux bénévoles, aux permanents et à Catherine Camus. Merci beaucoup. Antoine a beaucoup changé. Immobile sur un transat face à la Méditerranée, c'est tout juste s'il m'accorde un regard quand, sur son balcon dominant la baie de Saint-Raphaël, je lui apporte un chapeau pour le protéger du soleil. Sait-il encore que je me prénomme Petit Louis et que je suis son frère jumeau ? Mon cher Antoine, tes pieds ne touchent plus terre et ton regard semble lointain. Mais une flamme intérieure t'anime encore. Tel un fil de ferriste, tu glisses sur un fil tendu quelque part entre les neurones secrets de ta mémoire. Je t'imagine rejoignant les côtes de l'Algérie que tu penses apercevoir de ton balcon. Et même si leur éloignement ne le permet pas depuis Saint-Raphaël, peut-être les vois-tu vraiment émergeant du brouillard de ta pensée. Et psst, tu te promènes au-dessus d'un aplat jaune Sahara et psst, au-dessus d'un glacis outre-mer Méditerranée. Sur ton fil, Antoine, j'en suis sûr, tu es heureux comme un pacha. De là-haut, vois-tu Sidi Bel Abbès, notre place Carnot, notre école Marceau ou notre jardin public? En ce doux printemps, ces frondaisons nouvelles te caressent-elles? Elles cacheront bientôt les troncs clairs des hauts platanes centenaires. Et ces langues de lierres enchevêtrées que tu aperçois aujourd'hui à leurs pieds ne seront plus en juin que quelques points émeraudes, ponctuant l'épaisseur du feuillage, refuge d'oiseaux frondeurs qui piaillent à notre passage.
Sur le rond-point central, des jarres fleuries encadrent les escaliers de pierre. Si l'envie te gagne, tu descendras peut-être de ton fil pour patiner bruyamment sur le grand 8 et pour te rafraîchir, tu plongeras tes mains dans l'eau du bassin rond où quelques poissons curieux glissent en silence. T'élevant à nouveau, porté par l'indicible désir de ton cerveau blessé, tu croises une cigogne. A-t-elle quitté le clocher de l'église ou les cheminées du collège? Elle t'invite à rejoindre les âmes des héros mexicains qui planent au-dessus de la voie sacrée. La Légion étrangère fête Cameroun. Dans la troupe qui défile, tu reconnais les sapeurs au jaune de leur tablier. Tu t'amuses peut-être du bâton du tambour-major tournoyant dans les airs près de toi, et si tu ne le saisis pas au vol, c'est par respect pour ce légionnaire que tu connais bien, puisqu'il t'enseigne le solfège au conservatoire. Dans un ordre millimétré, les soldats en tenue d'apparat sortent lentement de la caserne du quartier viennois. Piétinant le sol comme un seul homme, ils tournent vers l'avenue. Une fourmilière enthousiaste les attend dans la ville pavoisée. Au-dessus des palmiers qui ombrent la façade du théâtre municipal, tu écoutes la musique légionnaire qui se rapproche. Comment ne pas admirer et s'abandonner à ces visages graves et protecteurs, aux musiciens balançant leurs tambours au rythme de leurs pas, aux sonorités éclatantes des trompettes et aux accents graves de l'hélicon final. Quand à regret, la musique et la troupe s'éloigneront, la foule se dispersera. De là-haut, tu vois maintenant des grappes humaines s'égrénant, qui vers les cafés et restaurants, qui vers les quartiers périphériques de la ville. La voix retrouvée du petit vendeur de l'éco-dorant couvre le bruit de leurs pas. Demandez l'éco-dorant, on a retrouvé le crocodile de la Macta, demandez l'éco-dorant, demandez l'éco-dorant. Voilà, donc merci beaucoup pour votre texte. Merci encore à Madame Camus d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont envoyé un texte, donc aux 62 auteurs. Et sachez que nous avons pris un plaisir immense à organiser ce concours et je crois que nous prendrons un plaisir immense l'année prochaine. Quand on a déjà écrit, rien n'empêche de réécrire. Voilà, ça n'est pas une interdiction. Et donc on va faire une petite pause, c'est ça? Non, pas tout de suite. Ouais, non, pas tout de suite. On va profiter quand même de la présence de Catherine Camus parmi nous. Je sais que vous n'aimez pas faire des grands discours, donc on s'est mis d'accord sur 2 petites questions simples. Si vous voulez bien venir avec nous un petit peu pour nous partager ce que vous avez... Alors en fait, j'ai trois questions et vous avez une surprise pour nous. On va en parler. Ma première question, c'est tout simple, hein, d'avoir écouté tous ces extraits de nouvelles. Finalement, c'est quoi votre réaction? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté hyper spontanément de nous rejoindre ce matin? Le hasard. Je sais pas. Je sais pas. Quand on s'est vu, je vous avais demandé, puisqu'ici on est, comme l'a dit Albert, dans la maison du premier homme, deuxième, troisième, du million d'hommes et femmes qui constituent cette belle communauté, je vous avais demandé, qu'est-ce qu'il y a de pied noir en vous? Oh ben moi, je suis une sauvage. Je suis toute pied noir, je suis pas du tout... Je suis née à Boulogne-Billancourt. Hein. C'est déjà dur, ça. Hein. C'est très dur, je trouve. Mais je me sens complètement d'Afrique du Nord. Complètement. Et je suis sauvage. Mais je pense que
On est tous pareils, là. Et un souvenir qui vous est cher d'Afrique du Nord, hein? C'est... Moi, j'allais surtout à Oran. Très belle vie. Très belle. Les Oranais, voilà, les Oranais, voilà, là. Parce que chez Mémé d'Alger, on n'avait pas de quoi nous loger. Donc on arrivait souvent à Alger et on repartait à Oran. Et à Oran, on allait à Trouville, c'est-à-dire après Merzel-Kébir, il y avait la plage qui allait jusqu'au Cap Falcon. Et l'oncle de maman, Louis Chaperon, avait une villa qui est partagée en deux parce que le père de maman est mort en 14 avant qu'elle naisse. Donc, Louis Chaperon, tonton Louis, avait pris un peu ma grand-mère et ses 3 filles pour les aider, quoi, un peu. Voilà. Donc, moi, j'allais sur Trouville, il y avait Bouisville à côté, et j'adorais ça. J'adorais cette plage. Voilà. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de ces plages par ma maman, qui allait sur ces mêmes plages. Donc je comprends que vous aimiez ça. Et vous vous appelez Madame Pérez? Alors ma maman, elle s'appelait Montiel. Ah. Voilà. Alors, petite surprise, vous nous avez dit en arrivant que parmi tout ce que vous aviez lu, vous aviez eu vous aussi un coup de cœur. Donc c'est la surprise, y compris pour les membres du jury. Et je voulais dire par rapport à Merzel-Kébir, Sophie Colliex, qui est là, a publié un livre qu'on va vous offrir, qui s'appelle L'enfant de Merzel-Kébir. Alors moi je suis fan de ce livre, je l'adore. J'espère qu'un jour ça sera un film avec des auteurs ultra connus et que ça sera un blockbuster parce qu'il est magnifique. Bon, ça c'est pour le futur. Et donc vous avez un coup de cœur parmi tout ce que vous avez lu. Donc ça, c'est vraiment un scoop. J'ai beaucoup aimé l'illumination d'un sourire de Muriel de Reims-Gervais. L'illumination d'un sourire. Est-ce que Muriel est parmi nous par hasard? C'est pas sûr, non. Non, elle n'est pas là. Donc on va la prévenir qu'elle a elle aussi gagné un prix, un coup de cœur, et puis on lui fera votre livre, puisque c'est votre coup de cœur à vous. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Vous avez gentiment accepté de dédicacer donc votre livre que j'ai montré tout à l'heure aux 3 lauréats. Donc on va faire ça pendant la petite pause qu'on va s'offrir, avant d'accueillir Johanna Silberstein et Brice Carrois, que vous connaissez. Ah ouais. Si vous voulez en dire 2 mots peut-être, ou tout à l'heure en les présentant. Je ne suis pas présentée, moi je les aime beaucoup tous les deux. Je vous le dirai tout à l'heure, mais je les ai découverts parce que Catherine Camus a organisé une présentation au mois d'avril à Lourmarin. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique que j'ai eu envie qu'on se fasse ce petit plaisir aussi entre nous. Donc c'est un petit cadeau pour tous les participants qui sont là ce matin. Donc merci beaucoup. On se fait une petite pause. Comme ça, vous pouvez dédicacer les livres tranquillement. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Catherine.